Alphabétisation et développement du leadership pour permettre à 67 femmes de 20 associations de la commune d'Abobo de mieux s'affirmer et être beaucoup plus indépendantes. Elles ont réussi le pari après 6 mois de formation. En Centrafrique, des gardes forestiers risquent leur vie pour sauver un girafon égaré. Des braconniers soudanais pilulent dans la zone du nord du pays et souvent n'hésitent pas à leur tirer dessus. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Des femmes issues de 20 associations de la commune d'Abobo ont appris à lire et à écrire pendant 6 mois. Certaines ont aussi été formées à diriger une organisation féminine, en clair à développer leur leadership. Elles ne veulent plus être à la traîne en ce qui concerne leur éducation, en un mot, leur développement personnel. Elles ont expliqué à Noussangaré et Abdoulaye Koné ce que cette formation leur a apporté. Aou et Rita exercent dans le secteur informel dans la commune d'Abobo. Ne sachant ni lire ni écrire, ces deux dames rencontraient d'énormes difficultés pour mener à bien leurs différentes activités. Avant, quand je vendais, je compte par les casiers. Je compte par les casiers. Et le soir, j'appelle mon fils et puis on fait calcul. Quand je ne sais pas lire et écrire là, je me suis dit que je suis aveugle d'un côté. Parce que j'ai l'impression que c'est être aveugle sur la terre. Tu vois quelque chose, puis tu ne sais pas ce que ça veut dire. Si ma fille n'est pas là, si on m'appelle, je peux décrocher, mais si on m'envoie un message, je ne peux pas lire. Donc ça me faisait mal, quoi. Aujourd'hui, c'est un lointain souvenir, car elles ont pu bénéficier d'un programme d'alphabétisation qui leur permet de savoir lire, écrire et faire des calculs. J'ai fait une formation à Eposca, 1 mois, 2 mois, 3 mois. En tout cas, 3 mois. J'ai commencé à écrire mon nom. J'ai commencé à écrire un numéro. Donc, je dis là, je sais faire moi-même mon calcul. Et avant de faire calcul, je n'appelle pas quelqu'un. À nos grandes surprises au quartier, on dit qu'il y a une formation qui est venue. Pour pouvoir savoir lire et écrire. Je dis, ah, ça c'est quoi? Attends, je vais essayer. Donc, c'est pour ça que j'ai tenté ma chance. À la grâce de Dieu, je dis, ça va. J'essaie d'écrire mon numéro, j'essaie de lire mon message, j'essaie d'écrire mon nom. Comme elles, ce sont environ 60 femmes issues de 20 associations féminines de la commune d'Abobo qui ont bénéficié de 6 mois de formation sur différentes thématiques, notamment le leadership féminin, le développement personnel et l'alphabétisation. La formation devait uniquement être sur les présidentes. Souvent, quand la présidente est absente, il n'y a plus personne pour conduire le groupe. Donc, on a pris au moins 5 personnes dans chaque association pour pouvoir restituer ce qui va se dire au sein de la formation. Comment prendre une association, comment prendre les membres, comment les encadrer. Parce que la plupart des associations, au départ, ça va. Mais arrivé au milieu, on sent qu'il y a la défaillance. Les femmes ne sont pas contentes, il y a trop de murmures. Donc on a trouvé qu'avec cette formation, on a les outils pour aller restituer tout ce qu'on a appris pendant cette formation pour que les associations aillent de l'avant à Abobo. À l'initiative de la plateforme des organisations de la société civile d'Abobo, nous sommes satisfaits dans la mesure où on voit la joie qui se lit sur le visage de nos mamans avec les témoignages qu'elles ont faits. Voici des gens qui au départ ne savaient même pas ce que c'est que c'était une écriture. Mais aujourd'hui qui arrive à écrire son nom, à donner son numéro à quelqu'un, qui n'a plus besoin de donner son portable à quelqu'un, qui m'a envoyé un message, mais lis ça pour moi, c'est déjà notre première satisfaction. La plateforme des organisations de la société civile d'Abobo est une organisation non gouvernementale qui œuvre pour la consolidation de la cohésion sociale. Elle vise également à promouvoir l'éducation citoyenne et à apporter une assistance aux organisations féminines en vue de contribuer à leur bien-être social. L'intersyndicale de l'enseignement préscolaire et primaire de Côte d'Ivoire projette un arrêt de travail de 5 jours à compter du 10 décembre prochain. La décision a été prise hier lors d'une assemblée générale extraordinaire. L'intersyndicale demande à la suppression des cours de mercredi, l'organisation de concours exceptionnels de promotion des emplois des enseignants du préscolaire et du primaire des grades C3 au grade A. La finalisation du profil de carrière et la réforme de l'emploi de conseillers pédagogiques du préscolaire et du primaire. Le pari de recueillir 200 000 poches de sang par an en Côte d'Ivoire est loin d'être gagné. Le Centre national de transfusion sanguine ne compte pas baisser les bras. Il continue d'inciter la population à donner un peu de son sang pour sauver des vies. Le CNTS se rend dans plusieurs entreprises pour permettre aux travailleurs ne pouvant se déplacer jusqu'à leur siège de faire le geste qui sauve.
À l'appel de leur mutuelle et de leur direction générale, les agents de cette société privée ont répondu présents. Ils marquent un petit temps d'arrêt pour donner de leur sang en espérant sauver des vies. Ce matin, nous sommes là pour pouvoir donner un peu de notre sang pour sauver des vies. J'ai vu tous ces manques de sang, généralement lors des besoins. Ce serait bon, ce serait un citoyen pour tout le monde de donner son sang. Nous remarquons qu'en Côte d'Ivoire, pour avoir le sang pour des malades, c'est un peu difficile. Donc, une manière pour nous d'encourager la population ivoirienne de donner son sang. Aujourd'hui, tu peux ne pas avoir besoin, mais demain, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Contribuer à la vie, mais pas seulement. En Côte d'Ivoire, selon le CNTS, le Centre national des transfusions sanguines, le besoin national en sang s'élève à 200 000 poches. Au-delà donc de la simple collecte de poches de sang, pour le secrétaire général de la mutuelle, des agents de l'opération du Centre de gestion intégré du ministère des Transports, l'opération en cours est un acte citoyen. Depuis un bon bout de temps, on voit des campagnes du Centre national de transfusion sanguine qui fait des demandes de collecte. Et étant une mutuelle, nous avons trouvé judicieux d'organiser cette campagne-là afin de renflouer la banque de sang, le Centre national de transfusion sanguine. Et puis, comme on le dit, donner son sang, c'est sauver une vie. Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est le moteur même qui fait tourner notre organisme. Donc, toute personne qui en manque de sang a besoin crucialement d'être aidée. L'opération qui a débuté au siège de l'entreprise située à Cocody Riviera Golf va s'étendre à toutes les agences installées sur l'ensemble du territoire national. À terme, cette opération menée en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine devrait permettre de collecter environ 500 poches de sang. Niakara vibre au rythme de la deuxième édition du carnaval du peuple Tagbana depuis hier. Au cœur de l'événement, le développement social, culturel et touristique du peuple Tagbana. Dans cette localité du centre du pays, plus de 50 000 participants vont découvrir le patrimoine culturel pendant 5 jours. Le pain traditionnel, la grande attraction du carnaval, Soro Corona. Abba Carnaval fait son entrée au stade Lano Bamba. Une entrée signe de bénédiction et d'ouverture de la deuxième édition du Carnaval Kaa de Niakara. Venu des départements et sous-préfectures de Katiola et Niakara, le peuple Tagbana veut valoriser son riche patrimoine culturel. Visite des sites touristiques, prestation des danses traditionnelles, expositions-ventes, découverte de l'artisanat et de la gastronomie du pays Tagbana sont au menu de la deuxième édition du Carnaval Kaa de Niakara. Il y aura une foire commerciale et gastronomique. Et cela, c'est pour permettre de booster le tissu industriel grâce à la promotion de la culture, grâce à la créativité, grâce au talent des artistes. Population et visiteurs saluent la tenue de ce carnaval qui se positionne comme un rendez-vous annuel pour la promotion du patrimoine culturel tagbana. Notre tradition, c'est aujourd'hui beaucoup s'imprègne aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses cachées. Tout ce qui est caché va ressortir. Nous sommes venus aider nos alliés, les Tagbana, à présenter leur culture, à dire comment est-ce qu'ils lisent le monde et comment cela peut contribuer au développement de la nation. Nous allons pratiquement travailler là-dessus, permettre à ceux qui ont des qualités, qui ont des dons en la culture, de pouvoir exploiter cela pour qu'ils puissent vivre de leur art. Pendant 4 jours, près de 50 000 visiteurs vont découvrir le patrimoine matériel et immatériel tagbana. Cette deuxième édition du Carnaval Kaa va également promouvoir le pain traditionnel. Des fidèles de plusieurs religions se sont retrouvés pour prier pour la paix au Centre national des matériels scientifiques dans la commune de Cocody. Lors de cette rencontre, ils ont aussi parlé de non-violence, d'éducation à la fraternité. Le reportage de Dangui Dangui. Réunis en un cercle ce jeudi au Centre national des matériels scientifiques à Cocody, plus de 6 confessions religieuses prient pour la paix dans le monde, notamment en Côte d'Ivoire. Pour les participants, la paix est un préalable au bien-être de l'homme. La paix, c'est un peu quelque part la porte de sortie. C'est la stabilité qui permet de pouvoir entrer dans toutes sortes de fonctionnements que nous voulons faire. C'est-à-dire que celui qui veut partir à l'école, il a besoin qu'il y ait une stabilité. Celui qui veut travailler, il a besoin. Celui qui veut gouverner, tout le monde a besoin qu'il y ait un certain climat avant de pouvoir commencer quelque chose. C'est pour ça que la paix est quelque part indispensable. La paix est importante pour moi parce que ça va me permettre d'abord de vivre en paix, d'abord être en paix intérieurement avec moi et puis avec mon entourage, dans ma famille, autour
avec mes amis, dans ma profession, avec mes coreligionnaires. La paix est nécessaire pour pouvoir vivre en harmonie avec les autres. À l'occasion de cette journée de la paix, les Raéliens ont rassemblé des membres de nombreuses confessions religieuses, notamment des musulmans, des chrétiens, des bouddhistes, des animistes, autour de la question de la paix. Pour avoir la paix durable, il faut pardonner. Parce que quand il n'y a pas le pardon, il n'y a pas l'amour, il n'y aura jamais de paix. Il faut éviter de chercher à écraser son prochain. Nous parlons de la paix. La paix, c'est l'affaire de tout le monde, que tu sois musulman, que tu sois non musulman. Donc nous venons à cette cérémonie pour apporter la vision de l'islam à la paix. Que nous trouvons la paix ici en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. En organisant cette conférence sur la paix, les Raéliens veulent promouvoir les valeurs qu'ils défendent. L'amour des différences, la non-violence absolue, l'éducation à la fraternité religieuse. Le développement commun, c'est la question de la paix, c'est la question du développement. Quelles que soient les options religieuses que les uns et les autres ont pu prendre, c'est comme les doigts d'une main. La paume nous réunit tous, même si chaque doigt peut prendre une certaine direction. C'est ça, notre humanité, notre réalité, notre qualité de vivant nous impose de vivre ensemble, avec des pensées plus ou moins différentes. Les Raéliens projettent de construire en Côte d'Ivoire une ambassade pour la paix et la prospérité en Afrique. Sachez que l'opposition gabonaise donne de la voix après la décision de la Cour constitutionnelle d'autoriser le vice-président gabonais à présider un conseil des ministres. Mercredi, la Cour constitutionnelle a écrit un nouvel alinéa sur l'article 13 relatif à la vacance du pouvoir. Selon un constitutionnaliste gabonais, elle n'avait d'autre choix que de reconnaître la vacance de poste et d'enclencher une transition dirigée par le président du Sénat qui doit ensuite organiser les élections 60 jours au plus tard. La coalition pour la Nouvelle République de Jean Ping a aussi réagi en appelant le peuple à un sursaut patriotique et à défendre sa souveraineté. Sachez que Ali Bongo Dimba, le président gabonais, est lui toujours hospitalisé en Arabie Saoudite. En Centrafrique, les gardes forestiers d'un parc naturel tentent de sauver une jeune girafe des balles des braconniers. C'est l'une des dernières girafes encore en vie dans cette forêt de 10 000 km² qui fut l'une des réserves les plus riches du pays. Ces dernières années, la plupart des animaux ont été décimés par le braconnage. Le récit de Dangui Dangui. En zone rebelle, au nord de la Centrafrique, ces hommes s'apprêtent à partir au combat. Ils ne sont pas des miliciens, mais des gardes forestiers financés par l'Union européenne. Leur mission, surveiller un girafon égaré, menacé par les braconniers. Il avait des parents, mais ces parents sont tués tous par les braconniers locaux. Ce n'est pas par les étrangers, c'est par les braconniers locaux. Pour retrouver les traces du girafon, Simplice et ses hommes ont dû rouler en voiture, en moto et traverser des rivières à la nage ou un radeau de fortune dans une forêt dépeuplée. La faune a été décimée par des années de braconnage. En 40 ans, on est passé de environ, je dirais, entre 2000 et 3000 girafes à peut-être moins de 10 aujourd'hui. Les missions sont périlleuses. Cette petite brigade de 46 hommes doit souvent affronter des braconniers qui n'hésitent pas à tirer sur eux. C'est une balle qui m'a atteint. Lors d'un accrochage avec les Soudanais, il m'a atteint par derrière. Les braconniers locaux ou soudanais viennent faire des razzias dans le parc pour se nourrir. Pour les repousser, les éco-gardes s'entraînent au tir et au déplacement tactique. Mais la tâche est difficile. Dans une région qui ne compte ni tribunaux ni prisons, les braconniers arrêtés sont systématiquement relâchés après 2 jours de garde à vue. Et puis au Zimbabwe, au moins 42 passagers d'un bus sont morts dans la nuit d'hier à aujourd'hui à la suite de l'explosion d'une bonbonne de gaz appartenant à un passager dans le sud du pays, sur une route reliant la frontière sud-africaine à Bulawayo, la deuxième ville du pays. Selon les témoignages de personnes blessées transportées à l'hôpital, une odeur de gaz s'est propagée dans le bus à la tombée de la nuit et l'incendie s'est déclaré à bord après que le chauffeur eut allumé les lumières. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.